L'équipage de la Bourbensais, un des plus grands équipages de Bretagne. Oui, vous êtes gentil de le dire, c'est pas le plus traditionnel puisque le Rallye Bretagne est bien plus ancien que nous. Nous sommes organisés en association de 1901 et aujourd'hui nous avons 35 boutons et 25 gilets comme membres véritablement actifs. À côté de ça, nous avons un certain nombre de gens qui nous suivent régulièrement, qui sont au nombre de 60. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, le suiveur régulier, on peut comptabiliser une 120 personnes, quoi. Si on veut suivre l'équipage de la Bourbensais, comment on procède? C'est relativement simple, il suffit de se procurer le calendrier qui est édité fin août, début septembre, que nous éditons nous à l'équipage d'une façon assez précoce. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un permis de chasse pour être suiveur? Alors, le fait de... La vénerie se pratique d'une façon assez traditionnelle, comme je viens de le dire sur le ring. C'est un respect des traditions, donc ne chasse que les gens qui sont en tenue. Les gens qui sont en tenue chassent, les autres suivent. Et vous savez, dans le Tour de France, qui est l'actualité un peu, il y a les acteurs qui sont les coureurs et il y a les suiveurs qui ne font rien. Donc on peut considérer que les suiveurs ne faisant rien, ils ne sont pas tenus d'avoir un permis de chasse. Aujourd'hui, la meute, combien de chiens? Quelle race? Alors nous avons 130 chiens qui sont très bien servis par Bardaguet, notre piqueux, qui est là depuis plus de 30 ans maintenant. Et nous avons choisi depuis longtemps la race français tricolore. Le français tricolore est un standard relativement récent. C'est un compromis entre l'anglo et le poitevin, quoi. Nous, on travaille uniquement, si vous voulez, depuis 1971, on a essayé de travailler uniquement avec une race de chiens, c'est les Français tricolores, qu'on a essayé d'améliorer, de maintenir, et qui est à l'heure actuelle une référence pour la vénerie française. Nous, ça a été un choix depuis la création de l'équipage, si vous voulez, c'est d'essayer de se maintenir dans une race et puis d'essayer de faire évoluer la race et de maintenir cette race parmi le patrimoine français. Une différence qualitative réelle ou c'est simplement un choix? Non, c'est un chien qui s'adapte très bien par rapport au territoire où l'on chasse, si vous voulez. Et puis pour le style de chien, moi personnellement et le maître d'équipage de l'époque, on avait décidé que c'est cette race-là qui nous convenait le mieux. Quelques chiffres au niveau quantité de nourriture tous les jours? Alors en quantité de nourriture pour la meute, disons, si on parle par chien unique, en saison de chasse, il faut 1 kg, 1,5 kg de nourriture par jour. Soit un carnage ou alors en soupe qui est à base de riz, viande cuite, riz, farine d'orge, qui est mélangée, qui est en soupe. Et ça, les chiens mangent ça 2 à 3 fois par semaine. Et autrement, c'est ce qu'on appelle des carnages. La chasse la plus longue que vous ayez fait? La chasse, ça dépend. Si vous voulez, si un animal bien attaqué peut être pris en 2h30, 3h, comme ça peut être pris en 7 heures, selon les défauts, les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais un chien est capable de chasser entre 6 et 7 heures par jour, sans problème. Le château de la Bourbensais, magnifique château, 30 km au nord de Rennes environ. C'est ça. Et là, on peut assister à des spectacles de vénerie. Absolument, nous faisons un spectacle de présentation de la meute. Sous l'égide de l'organisation du Château de la Bourbensais, qui n'est pas la nôtre. L'association La Bourbensais et notre association sont deux choses bien différentes. Mais dans le cadre du parc zoologique, effectivement, la meute évolue 2 fois par jour, en juillet et août, aux environs de 14h et 17h chaque jour. Combien de chasses par an à peu près? Nous faisons à peu près entre 70 et 80 chasses tous les ans. Quel territoire? Bretagne Nord? Alors, les territoires sont assez variés puisque nous chassons bien sûr en Bretagne, dans le 22, l'Ardouinet et l'Oudéac, dans le 56, en forêt de la Nouée, dans le 44, la forêt du Gavre. Et notre piqueux étant quelqu'un qui arrive du Poitou, nous arrive de faire quelques escapades en Poitou, en forêt de Moulière, sur invitation du rallye du Haut-Poitou, à la loge de Rabouet également. Et puis ma femme étant de bordure à la forêt de Mervan, nous allons chasser quelques cerfs également en forêt de Mervan. La grande vénerie est menacée en Grande-Bretagne. Est-ce que l'avenir de la vénerie en France est, à votre avis, également menacé? Écoutez, je crois qu'il y a des enfants autour de nous, là. Depuis que je suis haut, comme ça, de leur taille, j'entends dire que la vénerie en France pourrait être menacée. Aujourd'hui, elle n'est pas menacée en France. Elle l'est en Grande-Bretagne pour des raisons
que je ne donnerai pas ici. Je ne pense pas qu'on soit dans la même situation. Et le fait que nous soyons nombreux à suivre les chasses, nos chasses à courre, qui sont, je le répète encore, un milieu très ouvert, où nous sommes ravis d'accueillir tous les gens qui veulent bien nous suivre, nous donne un gage d'avenir, je pense. Votre plus beau souvenir de chasse, il y en a au moins un, celui qui vous a marqué? Écoutez, je pense que c'est le début de l'année 99, le premier cerf qui a été pris le 11 janvier 99, parce que ma mère, qui avait fondé l'équipage, la comtesse de Gigou, avec la comtesse de Lorgerie, m'a passé le fouet 2 jours avant, et c'est mon premier cerf de prix en tant que maître d'équipage. Donc je crois que c'était une bonne date. Merci. Je vous remercie. Sur le premier obstacle, et que je me souviens, donc ça sera pas dans la voilà, premier obstacle, la même. Là, sur le deuxième obstacle, avec piège l'intelligence, c'est vous mettre les balles et regardez une fois près, c'est très bien. Il est milité, donc on commence à droite, très bien. Sortie du rang. Le parcours, ça s'est bien passé. Le cheval a été très bon. Voilà. C'est merci à lui qu'il faut dire, surtout, puisque moi... Le tronc par terre, sans problème. Le deuxième tronc, sans problème. Voilà, à la fin, les troncs par terre, au galop. Oh, bah c'est magnifique. Voilà, retour au vent. On va voir si ce cheval embarque bien. Mais sinon, le parcours est sympathique, c'est agréable. Et je trouve que c'est plus agréable de sauter des obstacles naturels que des obstacles en hippique. Et puis, non, c'est très bien. Il y a de l'eau, il y a des troncs d'arbres, il y a du monde aussi, c'est très bien. Voilà, donc le c'est vrai que c'est un peu trop cavalier. court. Ouais, mais l'épreuve de montée en c'est très révélateur d'un cheval du de chasse. Rallye Bretagne. Voilà, merci. Alors, les Trompes de Bretagne, une association? Les Trompes de Bretagne est une association qui a été créée en 1999 et qui avait pour but de réunir les sonneurs qui appartenaient aux différents groupes de Bretagne, des 4 départements bretons, et surtout les sonneurs indépendants que l'on avait du mal à joindre. Et de ce fait, on a réussi par le biais de stages qui étaient tout à fait innovateurs en Bretagne, des stages à la journée qui ont permis de réunir les sonneurs indépendants qui avaient des niveaux faibles, voire des gens très très débutants, mais qui étaient passionnés de trompe et de vénerie, et de les amener petit à petit à pratiquer la trompe ou dans les groupes ou rester tout simplement indépendants. D'accord. Il n'est pas nécessaire d'être dans un rallye, dans un équipage pour pratiquer la trompe d'une façon... Pas du tout, pas du tout. Même, je dirais presque à l'inverse. Dire les gens qui sont déjà dans les équipages ou qui appartiennent à des groupes ont déjà les connaissances et font partie en part entière de ces gens qui ont la connaissance, puisqu'ils sont encadrés par des gens qui sont très bien de la trompe en Bretagne. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de recenser tous ces gens indépendants qui, justement, se trouvaient seuls et n'osaient pas aller pratiquer la trompe pour X raisons. Donc notre but, et il est parfaitement réussi, puisqu'à l'heure actuelle, nous regroupons quelques 200 sonneurs en Bretagne, ce qui est encore peu, puisque
Il en existe encore beaucoup plus, on le sait, mais on essaie au fil du temps de recenser et puis de fidéliser ces gens-là par des stages justement à la journée qui évoluent et qui circulent dans les départements bretons. Faire un petit historique de l'instrument, c'est un instrument ancien. L'instrument de trompe de chasse, c'est l'instrument qui appartient à la vénerie, à la petite vénerie et à la grande vénerie. C'est l'instrument de communication par excellence. Et donc, il ne peut pas se dissocier des équipages qui sont présents en Bretagne, qu'ils soient de grande vénerie, de petite vénerie. Et il a toute sa place. Et on essaye, nous, en tant que sonneurs, qu'on soit chasseur ou peu ou pas du tout, on essaye de lui redonner sa place là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire autour de la nature et de la chasse. Donc c'est une utilisation codifiée lors d'une chasse? Tout à fait. Tout à fait. Il existe actuellement quelques 52 ou 53 fanfares que l'on appelle circonstances ou animaux et des fanfares de maître et d'équipage qui permettent à chacun de connaître la situation des chasses et l'évolution de la chasse au cours d'une journée. D'accord. Donc, par exemple, si l'animal est levé, c'est un certain... Voilà, si toutes les situations de chasse ont leur fanfare attitrée. Et c'est ce qui permet justement aux suiveurs de pouvoir suivre la chasse de plus ou moins loin, de plus ou moins près, et de se connaître les directions, puisqu'il existe également des directions, il existe un animal, il existe une fanfare qui indique la vue, le changement de forêt, le passer l'eau, etc. Toutes ces situations de chasse sont codifiées et sont sonnées par les sonneurs. Ces codes sont anciens ou parfois sont rénovés? Est-ce qu'ils évoluent? Ils sont très très anciens puisque c'est le marquis de Dampierre qui les a, pour la majeure partie d'entre elles, les sonneries, les a donc codifiées et notifiées. L'évolution elle est très très lente quand même puisque à cette époque-là tout avait été très très bien fait puisque c'était quand même quelque chose de très 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 présent à cette époque, la chasse à courre et la vénerie était quand même quelque chose de très important à cette époque. Qu'est-ce que ça représente la trompe de chasse pour les chasseurs? La trompe de chasse, ce serait pour un pâtissier la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre ainsi, mais c'est exagéré, sachant que la trompe de chasse fait part entière de la vénerie. Bien sûr, les veneurs ne sonnent pas, non pas par... c'est simplement parce qu'ils n'osent pas ou parce qu'ils n'ont pas la compétence, par timidité. Mais s'ils savaient tous sonner, je peux vous assurer que tous les veneurs utiliseraient la trompe de chasse comme moyen de communication. C'est le seul qui marche. Dans les forêts, c'est le seul qu'on puisse avoir. Un instrument mythique? C'est un instrument mythique, bien sûr, puisque l'origine, l'ancêtre de la trompe de chasse, on pourrait dire c'est l'olifant, hein, c'est Roncevaux, c'est tout ça, c'est les messages codifiés, ça part de là. Hein, et c'était l'instrument. Évidemment, la technique, l'évolution des matériaux nous a permis d'avoir des instruments modernes qui nous permettent d'avoir une vélocité et puis d'avoir des fanfares qui sont extraordinaires. Mais à l'origine, c'était des codes qui restaient de base, hein, qui permet, vous savez, en plus la chasse, ça va très très vite. On n'a pas le temps de faire des grandes phrases musicales. Et c'est pour ça que le code reste quelque chose de très court et très très spécifique. Un instrument difficile? Ce n'est pas un instrument difficile. C'est un instrument qui demande de la continuité. Et puis il faut être passionné. C'est évident. Il faut être passionné pour pouvoir sonner de la trompe de chasse. Mais les passions, elles viennent avec le temps. Je veux dire, quand on commence à utiliser un instrument comme la trompe de chasse, je veux dire, on ne peut guère s'en passer. On est pris par le virus et on est obligé de progresser avec cet instrument-là, même si certains disent que c'est un instrument difficile. Mais tous les instruments ont leurs difficultés. On va essayer alors. On peut essayer, bien sûr. Nous avons ici quelques bons sonneurs, parce que vous savez qu'en Bretagne, il y a également des très bons sonneurs. Il y a des groupes, ce soir, nous allons faire également un concert qui va s'articuler autour de la trompe de chasse, autour des fantaisies, avec deux groupes qui sont les Échos du Lys, qui ont été champions de France, et puis le trompe de Val sans retour, qui est un groupe local de Bretagne, qui a fait 4e au championnat de France. Et donc ce soir, vous aurez l'occasion d'admirer les trompes, la vélocité de ces trompes. Et tout de suite, vous allez vous rendre compte que ici, la trompe en Bretagne, ce n'est pas quelque chose de superflu, mais quelque chose qui a toute son importance.
êtes sur le site du domaine de Grisans-Saint-Donat, qui fait une centaine d'hectares. Il y a 60 hectares de bois et 40 hectares de terre agricole cultivée. Donc le manoir appartient à l'association du manoir de Saint-Donat, qui est constituée donc, de la Fédération des chasseurs et de la municipalité de Saint-Nicolas-du-Tertre. L'intérêt synégétique ici, les particularités qu'on peut rencontrer. Donc ici on a donc, une partie terre et une partie bois. La particularité du bois, c'est que c'est un bois de feuillu, alors que la plupart des landes ici sont des bois de résineux. Et donc nous, on s'attache à le conserver en bois de feuillu. Au niveau de la ferme, donc on y fait une agriculture raisonnée, avec des techniques agricoles adaptées à la faune sauvage. Entre autres au niveau d'apport de produits sanitaires, qui sont des produits phytosanitaires qui sont très limités. Au niveau des fauches, on prend des précautions. Au niveau de l'entretien des haies également, on prend énormément de précautions. Et on essaie de gérer les haies également avec les agriculteurs. Une ferme écologique. Oui, si on veut, on peut dire écologique. Ouais. Disons qu'on essaie de concevoir une agriculture avec une production, mais également une faune sauvage. D'accord, donc ce domaine est destiné à quel type de public? Donc il y a une partie du domaine où il va y avoir donc, le centre de formation de la Fédération des chasseurs, avec le centre de formation pour le permis de chasser pratique, et également toutes les formations qu'organise la Fédération des chasseurs, c'est aussi bien pour ses adhérents que pour les piégeurs. Et puis il y a la partie forestière où sont implantés donc 3 sentiers d'interprétation qui sont accessibles toute l'année au public. Donc ce sont des sentiers balisés, on demande au public de rester sur ces sentiers-là, puisque c'est une réserve de chasse, donc on ne souhaite pas que les gens aillent partout. Et également, donc, sur la partie forestière, on a des animations scolaires qui se mettent en place. Des animations qui ont été agréées par l'inspection de l'académie et qui vont commencer là, la prochaine saison scolaire. Une fréquentation de combien de personnes à peu près? On peut considérer que plutôt le week-end pour le grand public, on a à peu près entre 100 et 150 personnes qui viennent pour le week-end. Et au niveau des écoles, on passe entre 400 et 500 élèves par an quoi, à peu près. Morbihan, ce sont les îles. Chasser dans les îles, c'est possible? C'est pas évident. C'est pas évident parce que souvent les Iliens, c'est un petit peu leur seule distraction, donc ils sont assez protecteurs. Souvent il y a possibilité par invitation, mais ça se limite souvent à la chasse du lapin. Pour le reste du gibier, faisan, perdrix, bécasse ou autre, ils se le réservent. Le genre de tir que vous avez donc là aujourd'hui s'appelle le compact sporting. C'est-à-dire que vous avez les cages qui vont forcément empêcher les canons de dévier l'axe du champ de tir. C'est une sécurité, c'est fait principalement pour les chasseurs qui, eux, ne sont pas habitués à fréquenter régulièrement les pas de tir. Ça devient aussi une discipline officielle puisqu'elle est FFBT et en poste de pensée olympique avec la FFT sans doute pour l'année prochaine. Ça c'est un truc qui est très intéressant parce que tous les tirs olympiques sont des tirs d'avenir. Donc le compact sporting est, en ce qui me concerne, de ce que je crois, est un tir d'avenir. C'est l'école de tir. Le ski est peut-être un peu plus école de tir que le compact, mais tout le monde ne peut pas pratiquer du ski. Donc le compact, c'est ce qui est encore à la disposition de beaucoup de chasseurs et qu'on peut pratiquer dans un champ. Il suffit d'avoir des cages et puis on met les machines où on veut. Tandis que le ski, lui, il faut le pratiquer sur un stand parce que ce sont des installations qui ne peuvent pas être bougées. Oui, bonjour, alors je m'appelle Philippe Loyer, je suis champion de Bretagne de parcours de chasse et de compact sporting. Donc je pratique le bat-trap depuis environ une dizaine d'années, à Guerre, au Garde Celtique, un club qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. C'est un sport de concentration, d'adresse et surtout un sport mental. Il faut être bien physiquement, mais il faut être super bien mentalement. Mais on donne une mauvaise image du bat-trap quand même. Les gens, il y a beaucoup de gens qui se mettent contre le bat-trap en définitive sans savoir, sans connaître vraiment ce que c'est. Et je crois qu'il faut venir voir comment ça se passe. Et on s'aperçoit que
au niveau sécurité, au niveau de la confiance des tireurs sur les tirs de battrape, on s'aperçoit que les gens ont une discipline, une bonne discipline et font très attention. En France, on ne peut pas dire qu'on a eu des accidents mortels, même des accidents graves. Moi, de mémoire, j'ai jamais vu un tireur de balle-trappe tirer dans une personne ou même par erreur de tir. Ouais. Ouais. Donc, je vais vous présenter le swing trap. Voilà. Donc c'est un fusil simple, hein. C'est pas un fusil haut de gamme, qui a été équipé en swing trap, c'est-à-dire c'est une personne un Français qui a élaboré ça. Donc c'est un tube en carbone qui est mis sur les canons. Et donc ça atténue 4 fois le bruit et 4 fois le recul. Hein. Donc bon, l'idéal c'est d'utiliser ce fusil-là quand même avec des cartouches subsoniques. Hein. Mais on peut utiliser des cartouches traditionnelles, ça atténuera quand même le bruit. Hein. Disons que 4 fois moins de bruit, c'est avec des cartouches subsoniques. Après, avec des cartouches traditionnelles, ça va être 3 fois et demi, quoi. Donc, je vais vous faire une démonstration. Bon, là on a l'effet de la résonance, hein, parce qu'on tire vers des arbres, donc on a la résonance. Hein, donc on ne se rend pas tellement compte en définitive comme ça, surtout qu'on est auprès. Mais si on compare à côté d'un fusil traditionnel, je dirais que le swing track va faire le bruit d'une carabine 12 mm, d'une carabine de jardin par rapport au fusil de chasse, hein, au fusil de battrape traditionnel.